Bienvenue. Lors de la conférence que nous avions donnée l'an dernier, mon collègue Guy Gillin et moi, nous nous étions penchés sur un des contrats types qui est utilisé dans l'industrie de la construction, c'est-à-dire le contrat CCDC2, qui a été élaboré par le Comité canadien des documents de construction. Ce contrat est destiné à régir les relations entre entrepreneurs généraux et donneurs d'ouvrage. Ce que nous avions fait alors, c'est attirer l'attention sur certaines clauses importantes que comporte ce contrat. Cette année, notre examen ne portera pas sur un contrat type en particulier, mais portera plutôt sur certaines clauses types qu'on va retrouver dans les contrats de construction. Comme le sujet pouvait être très vaste, nous avons décidé de limiter notre examen à 3 types de clauses que l'on va fréquemment rencontrer dans les contrats de construction, à savoir les clauses qui encadrent le droit de réclamer, les clauses qui traitent du processus de règlement différent et finalement les clauses pénales. Le but de notre présentation, ce n'est pas de vous inciter ni de vous dissuader de recourir à ce genre de clauses, mais simplement attirer votre attention sur les avantages ou inconvénients qui peuvent être, tributaires de l'usage de ces clauses-là, tout en attirant votre attention sur les impacts que ces clauses-là peuvent avoir sur les droits, obligations et recours des parties. Alors, la première clause ou premier type de clause que l'on va examiner, c'est-à-dire les clauses qui traitent ou encadrent le droit de réclamer. Ces clauses-là vont se présenter typiquement dans les contrats à prix forfaitaire. Un contrat à prix forfaitaire, on le sait, c'est un contrat à prix fixe et le principe inhérent ou sous-jacent à ce genre de contrat-là, c'est que les risques, en principe, retombent sur la tête de l'entrepreneur, c'est-à-dire les risques d'exécution imprévus vont devoir, en principe, être assumés par l'entrepreneur. D'ailleurs, l'article 2109 du Code civil nous rappelle quelles sont les principales caractéristiques du contrat, c'est-à-dire que parce que le prix est fixe, le client ne pourra pas, pour le motif que les travaux seraient moins difficilement réalisables que prévu, demander une diminution de prix. Et inversement, l'entrepreneur ne pourra pas, si le travail s'avère plus difficile à exécuter, demander une augmentation du prix. Et le principe est donc que le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient prévu autrement. Comme tout bon principe, il est assorti d'exceptions. Si on fait une tentative de les catégoriser, on peut les classer en 3 grandes familles. Il y a d'abord la situation où on va faire appel à des changements. C'est-à-dire que le donneur d'ouvrage va demander des changements. Par changement, on peut penser évidemment au cas des travaux additionnels, mais aussi des changements à la durée d'exécution du contrat ou la durée à l'intérieur desquels les changements vont devoir être exécutés. C'est la première situation qui peut donner lieu, évidemment, à l'exception au principe d'immuabilité du prix dans le contrat à prix forfaitaire. La deuxième situation qui va aussi se présenter, qui va donner droit finalement à l'entrepreneur de réclamer, c'est celle où le client va manquer à ses obligations contractuelles. On n'ira pas dans le détail, mais le texte de conférence qui va vous être remis à la fin de la journée de l'avant-midi aujourd'hui, comporte des exemples de ce qu'englobent les obligations du donneur d'ouvrage. Celle à laquelle on pense spontanément, c'est le devoir d'information. Un de mes collègues va vous entretenir plus longuement sur ce devoir-là, mais disons, pour les fins de ma présentation aujourd'hui, le devoir d'information, ça implique que le donneur d'ouvrage doit, surtout dans les contrats sophistiqués, mettre à la disposition des entrepreneurs les informations qui vont lui permettre d'apprécier les risques qu'il va encourir en réalisant le contrat. Ces informations emportent non seulement celles qu'il connaît, mais celles qui devraient raisonnablement être mises à la disposition de l'entrepreneur. Donc, un entrepreneur qui voit que le donneur d'ouvrage n'a pas satisfait ses obligations peut aussi fonder une réclamation basée sur le fait qu'il y a eu manquement du donneur d'ouvrage qui fait, disons, échec au principe de l'immuabilité du prix.
Et finalement, il y a un troisième type de clause qui permet finalement de faire exception et qu'on va retrouver dans les contrats de construction, qui fait exception au fait que le prix est en principe immuable. Ce sont les clauses qui donnent ouverture à la révision de prix. Il peut s'agir de clauses qui vont permettre une majoration de prix lorsque, par exemple, le coût de la main-d'œuvre va augmenter sur un contrat qui se déroule sur un certain nombre d'années. Il y a aussi des clauses qui vont permettre l'ajustement de prix lorsque le coût des matériaux va aussi changer. Par exemple, dans les contrats de travaux routiers où le bitume peut être une composante importante. Mais finalement, il y a aussi les clauses qui traitent des situations imprévues ou des découvertes de conditions qui n'étaient pas anticipées, notamment dans le cas de conditions de sol. Alors, ces clauses-là peuvent également donner ouverture à la possibilité de demander une modification du prix, à condition, évidemment, qu'on les suive. L'avantage de ces dernières clauses, on vient tout juste de parler du devoir d'information du côté du donneur d'ouvrage. Pour un donneur d'ouvrage qui ne voudrait pas s'investir dans toutes sortes d'études parce que c'est coûteux, il peut se dire, bon, j'ai quand même un devoir d'information, mais en prévoyant ce genre de clause qui va donner ouverture, par exemple, à renégocier ou revoir le prix si les clauses, s'il y a des conditions, disons, différentes de ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est une façon pour le donneur d'ouvrage de moduler un peu son obligation d'information et de la canaliser. Donc, ce sont trois genres de clauses ou situations, en fait, qui vont donner lieu à des réclamations. On tombe maintenant dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les clauses contractuelles qui vont encadrer le droit de réclamer. Quel que soit le type de situation auquel on a fait face, ce qu'on va voir généralement dans les contrats, ce sont des clauses qui vont finalement nous indiquer ce qu'on doit faire comme entrepreneur si on veut préserver nos droits de réclamer. Au tableau, vous allez voir, il y a quelques situations typiques. Alors, une des situations ou une clause qu'on va voir fréquemment, c'est vous ne pouvez pas exécuter de changement s'il n'y a pas une demande écrite. Il y a une version un peu plus nuancée de cette clause-là qui va dire si, comme entrepreneur, vous estimez être devant une demande du donneur d'ouvrage, qui, selon vous, va entraîner des délais d'exécution accrus ou un changement du prix, à ce moment-là, vous devez nous en aviser puis le faire dans un délai X, ce à quoi on va réagir. Il y a aussi des clauses, lorsque c'est très clair qu'on est en situation de changement, qui vont vouloir encadrer ce que l'entrepreneur a droit de réclamer. On pense par exemple à des clauses qui vont dire ça va représenter tes coûts fixes plus un certain montant de pourcentage de majoration pour couvrir tes frais généraux, tes frais de sièges sociaux, administration et profit. Alors, ce genre de clause-là va aussi se trouver dans les contrats de construction et elles vont être appliquées avec la nuance près que si on se trouve dans la situation B qu'on a vue tout à l'heure, c'est-à-dire celle où le donneur d'ouvrage a manqué à son obligation, les tribunaux auront tendance à dire que cette clause-là ne s'applique pas, elle s'applique juste aux changements requis par le donneur d'ouvrage. Si le donneur d'ouvrage est en situation de faute, il doit normalement compenser l'entrepreneur pour tous les dommages directs. Donc, avec cette nuance-là, c'est quand même des clauses qu'on retrouve dans les contrats. D'autres clauses qu'on va voir, ce sont celles qui régissent le processus en cas de différend. C'est-à-dire qu'on va dire à l'entrepreneur, si on ne s'entend pas sur le fait que quant à l'interprétation du contrat, par exemple, est-ce que ça, c'est un changement? Ou on ne s'entend pas sur le prix du changement. On va imposer à l'entrepreneur l'obligation d'aviser et de mettre en branle un certain mécanisme. J'en ai parlé aussi tout à l'heure, la question des clauses qui permettent la révision du prix lorsqu'on découvre des situations imprévues ou des risques imprévus. Encore une fois, ce sont des clauses qui existent et sur lesquelles on doit porter une certaine attention. Et finalement, il y a des clauses qui vont régir le droit de réclamer. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, vous devez, si vous avez l'intention de réclamer, nous aviser dans un délai X et plus tard, vous devez nous présenter une réclamation détaillée, pas plus tard que telle date. Et non seulement vous devez le faire, vous devez l'adresser à une telle personne, par exemple le ministère des Transports. Donc, ces clauses-là, il faut prêter attention. Il faut y prêter attention. Pourquoi?
c'est que de façon assez généralisée, c'est que les tribunaux vont être relativement sévères vis-à-vis des entrepreneurs si ces clauses ne sont pas suivies. Donc, l'entrepreneur court fort risque d'être déchu de son droit de réclamer. Il y a des exceptions à cette sanction-là, c'est que si l'entrepreneur parvient à démontrer que, de par leur comportement, les parties ont implicitement renoncé à l'application stricte des clauses, à ce moment-là, il va être possible, de mettre à l'écart et ne pas sanctionner l'entrepreneur. Mais de façon générale, le fait de ne pas suivre la procédure peut entraîner une déchéance. Pour l'illustrer, il y a deux causes que j'aimerais vous présenter. Il y a d'abord un jugement qui a été rendu par la Cour d'appel, ou en fait, qui a été porté jusqu'en Cour d'appel en 2012, mais qui illustre quand même une des sanctions possibles. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un contrat de construction qui va être conclu entre le ministère des Transports et Construction Infrabec pour la construction d'un échangeur routier. Infrabec va faire appel au service d'un sous-traitant qui s'appelle Paul Savard. Et ce sous-traitant-là, en cours de travaux, va soutenir, un, qu'on lui demande d'exécuter des travaux supplémentaires, et deux, qu'il rencontre des conditions d'exécution imprévues. Donc, deux types de situations qui peuvent donner lieu à des réclamations. Il va de façon systématique écrire à Infrabec en lui présentant ses demandes et en mettant le MTQ en copie conforme de chacune de ses correspondances. Le MTQ étant la direction du territoire où se réalisent les travaux. Le surveillant de chantier va accorder certains des changements, mais va en refuser d'autres, de sorte qu'à la fin du processus, Savard, pour les éléments qui n'ont pas été acceptés, va décider d'entreprendre un recours. Il va le diriger évidemment contre son co-contractant, qui est Infrabec, et la caution d'Infrabec, parce qu'on sait qu'Infrabec va devenir éventuellement insolvable. Mais le recours est ainsi dirigé et tant la caution qu'Infrabec vont entreprendre un recours en garantie contre le MTQ en disant, tout bonnement, si moi je dois payer pour les travaux de Savard, bien toi, MTQ, tu vas devoir m'indemniser, parce qu'après tout, ce sont des travaux qui découlent du contrat principal. Alors, de façon assez sévère, le MTQ va présenter plusieurs moyens de défense, dont celui qui est fondé sur le fait qu'on n'aurait pas respecté du côté d'Infrabec la procédure qui est prévue à l'article 9.10 du contrat du MTQ, une clause que vous avez possiblement déjà vue dans le passé. Il y a des variantes à cette clause-là, mais elle comporte deux éléments importants. Vous voyez, d'abord, dans une situation où on a l'intention de réclamer, il est ainsi dit qu'on doit d'abord commencer par une lettre qui est transmise dans un délai maximal de 15 jours à compter du moment où les difficultés vont se présenter et qui justifient, selon l'entrepreneur, la possibilité de présenter une réclamation. Mais deuxièmement, cette réclamation-là, éventuellement être présentée. Et là, il y a un délai limite, au maximum 120 jours du la dernière estimation finale qui va être préparée par le MTQ. Alors ça, ce sont deux des conditions. Et la clause va plus loin. Vous allez voir que si l'avis d'intention ou la réclamation ne sont pas présentés dans les délais qu'on vient de voir, à ce moment-là, l'entrepreneur est réputé s'être désisté ou avoir renoncé à son droit de réclamer. Donc, c'est la clause que les MTQ vont invoquer. Il y a une autre clause qui est quand même pertinente, c'est celle des conditions manifestement différentes. Je vous ai parlé des trois situations. Ça, c'est la clause qui permet, disons, de réclamer si on a des conditions manifestement différentes. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le sous-traitant va réclamer, c'est qu'il prétend qu'il y a des conditions manifestement différentes. Alors, elle est semblable, elle nous transpose au principe qui est prévu à l'article 9.10. Bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la position du MTQ va être acceptée dans le sens que, malheureusement pour Infrabec et sa caution, le recours de Savard va être accueilli en partie. Il va être accueilli sur plusieurs chefs de réclamation. Par contre, le recours en garantie de Infrabec et sa caution contre le MTQ va être rejeté. Pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas suivi
la procédure qui est prévue à l'article 9.10. Et la Cour va donc se pencher sur différentes questions, mais pour les fins de la présentation aujourd'hui, Infrabec va essentiellement tenter de démontrer que, de par le fait que le MTQ recevait des copies conformes des lettres de son sous-traitant, les finalités que l'article 9.10 cherche à atteindre ont été atteintes. C'est ce qui va soutenir. La Cour d'appel va dire, écoutez, vous n'avez pas fait la preuve de c'était quoi la finalité. Mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que jamais le service de réclamation, et encore moins le ministère, n'ont reçu votre réclamation dans le délai qui était prévu, alors que dans le cas du sous-traitant, lui avait intenté son action à l'intérieur du 120 jours, donc lui avait déjà fait ce qu'il devait faire. Donc, le recours en garantie contre le MTQ va être rejeté. Une autre cause qui illustre l'importance de suivre à la lettre ce qui est indiqué dans les documents contractuels est illustrée par l'affaire Consortium MR contre Commission scolaire de Laval. De quoi s'agit-il? Évidemment, d'un projet de construction d'une école. Et dans ce projet-là, comme il y en a dans plusieurs, l'architecte va émettre des directives de changement. L'entrepreneur qui reçoit les directives va disons, faire ses calculs, il va calculer finalement tous ses coûts directs et immédiats. Il va dire, voilà mon prix forfaitaire. Cependant, et c'est ce qu'ils essaient de faire à chacune des directives, mon prix n'inclut pas les frais d'impact engendrés par la modification, ni les frais relatifs au délai, de façon systématique. L'architecte va recevoir ça, va barrer la mention, va émettre la demande de modification, avec le prix que l'entrepreneur propose, va l'envoyer à l'entrepreneur, et ainsi de suite. Il va y avoir un jeu de ping-pong comme ça, au point où l'entrepreneur, lui, est convaincu qu'il a préservé ses droits pour réclamer pour ce qu'on va appeler les conditions générales, essentiellement, parce que ce qui est clair, c'est que chacune de ces actives, en tout cas un bon nombre de celles-ci, vont entraîner disons, une prolongation de durée de chantier. Et ce qui est important, c'est que on est en mesure de les évaluer. C'est-à-dire que tant l'architecte que l'entrepreneur ont réussi pour les directives à établir la durée, l'impact qu'elle avait sur la durée des travaux. Donc, comme à la fin du chantier, l'entrepreneur n'est pas satisfait, il va demander finalement des coûts de prolongation de chantier, ces frais généraux, sur les 102 jours qui sont admis comme étant les délais occasionnés par les différentes directives. Est-ce qu'il peut réclamer? C'est ça la question. Eh bien, pour, disons, y répondre, la Cour va avoir à regarder la clause 46 qui est prévue au contrat, qui traite de l'évaluation des changements aux travaux. Et si vous la regardez attentivement, cette clause-là, c'est qu'elle prévoit une séquence obligatoire. La première, c'est que la valeur de tout changement est déterminée suivant l'estimation, négociation et acceptation d'une somme forfaitaire. C'est ça le principe. Mais ce n'est que lorsqu'on n'est pas en mesure de le faire qu'on va passer à la deuxième méthode, c'est-à-dire la prix unitaire. Et si on ne parvient pas ni avec l'une ni avec l'autre, eh bien là, on passe à la méthode des coûts majorés avec le fameux 16 là, je vous disais, il y a des clauses qui essayent d'encadrer les frais que l'entrepreneur peut réclamer. On en voit un exemple. Alors, ce genre de clause-là était mise à l'épreuve. Une autre clause importante qui se retrouvait dans le contrat est celle des règlements différents. C'est-à-dire que s'il survient un différend relatif à l'interprétation des documents contractuels ou au principe d'évaluation prévu aux articles 5 et 46, alors justement, on était dans un cas de 46, à ce moment-là, l'entrepreneur peut donner un avis au donneur d'ouvrage. On utilise le mot « peut », par contre, la Cour va y donner un caractère beaucoup plus contraignant. Alors, le recours, malheureusement, pour MR va être rejeté. Et ça peut sembler très injuste. Et la Cour, en fait, va se pencher très attentivement sur certains faits. Le premier étant qu'aucune des directives était exécutoire, ce qui voulait dire que le donneur d'ouvrage aurait très bien pu dire « Bon, moi, je ne veux pas la faire si finalement on ne s'en va pas sur le prix ». Le deuxième, c'est que
il était possible pour les parties d'évaluer les effets de la directive. De fait, ils avaient établi ensemble 102 jours de retard. Finalement, MR connaissait très bien ses coûts généraux, les coûts généraux qu'il a essayé de réclamer. Il savait qu'il avait un surintendant, un contremaître, des roulottes, et ainsi de suite. Bref, il était en mesure d'établir par diem qu'est-ce que ça lui coûtait. Donc, ce sont des facteurs qui ont été pris en considération. Il a aussi été pris en considération que donc c'était impératif, il devait, l'entrepreneur général, proposer un prix global parce que c'est ce que l'article 46 lui disait et qu'il était possible pour lui de le faire. Et finalement, vu qu'il y avait effectivement des différences, savoir si les coûts généraux étaient inclus ou pas, ou les frais d'impact, bien, il aurait dû suivre la procédure prévue à l'article 56, chose qu'il n'a pas faite. Donc, rejet du recours. Je cède la parole à mon collègue. Merci, Normand. Donc, je vais vous entretenir sur les clauses de règlement de différend. Comme vous le savez, on le sait tous, depuis le 1er janvier 2016, il y a un nouveau code de procédure civile qui est en vigueur et celui-ci met l'emphase sur les modes privés de règlement de différend. Je me permets une entrée en la matière en vous relatant une anecdote qui est survenue très dernièrement. J'étais cette semaine supposé d'être en procès, un procès qui devait se terminer mardi, en fait. Il était fixé du 18 au 25 avril. Et le procès, le dossier implique des faits qui sont survenus sur un chantier qui s'est déroulé en 2010. Il faut retenir ça, on est en 2017. Et donc, depuis quelques années, il est fixé, le dossier a été complété, il était fixé au rôle de la Cour pour procéder au mérite du 18 au 25 avril. Les faits n'étaient pas sorciers. En fait, c'est un cas classique. L'entrepreneur a rencontré des conditions de sol qui étaient différentes de celles que laissait présager le devis et le rapport géotechnique, et il réclamait des coûts supplémentaires, des extras, compte tenu de ces conditions différentes. À quelques semaines du procès, le juge coordonnateur appelle les avocats, il nous appelle et il nous dit « Maître, il y a 44 causes au rôle de la Cour qui procèdent en même temps que la vôtre. J'avais 19 juges, mais suite à l'arrêt de Jordan, là, j'en ai 16. J'ai 16 juges pour 44 causes, vous devez faire quelque chose. » Et finalement, on n'a pas procédé malheureusement là, dans ce dossier-là. Comme je vous dis, nonobstant le fait que les faits dans ce dossier se sont déroulés en 2010 et on est en 2017. C'est dire que la Cour peut être riche en justice, mais elle est pauvre en ressources. Les délais sont longs et le gouvernement a voulu encourager les gens à recourir au mode privé de prévention et de règlement de différend. Et c'est cet aspect qui a motivé justement la refonte du Code de procédure civile qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2016 et l'emphase en fait de celui-ci sur les modes privés de règlement et de prévention différents. En effet, l'article 1 du Code de procédure civile, le nouveau Code de procédure civile, indique que les parties doivent considérer le recours au mode privé de prévention et de règlement de leurs différends avant de s'adresser aux tribunaux. Il y a là une obligation positive, quelle est-elle? Soit celle de considérer à tout le moins d'autres façons de mettre fin et d'éviter un différend. Mais il y a également là une mise en garde. Les rôles de la Cour sont encombrés. Et si vous voulez que la Cour tranche votre débat, bien, vous allez attendre longtemps. Alors, c'est dire que, en fait, en quelque sorte, c'est nous dire qu'on ne veut pas de vous, en fait, devant les tribunaux, là. Mais on veut que vous payiez vos taxes, par contre. Fait que ça, cet élément-là, n'oubliez pas, mais quand c'est le temps de régler vos différends, faites-le en privé. Alors, quels sont nos choix face à cette situation-là? Bien, le premier étant la négociation, c'est assez clair ce que cela implique. Le deuxième étant la médiation. Ça, c'est la négociation aidée par un médiateur qui tente de rapprocher, qui accompagne et tente de rapprocher les parties. Et la troisième option, bien, c'est l'arbitrage qui comporte en fait une décision finale et sans appel, où les parties décident de ne pas s'adresser aux tribunaux de droit commun, mais plutôt à un arbitre privé pour déterminer le sort de leurs différends. Le nouveau Code de procédure civile prévoit de nouvelles règles pour encadrer justement le rôle et fonctions du médiateur. Ces règles-là se trouvent aux articles 605 à 619
du Code de procédure civile. Et tout comme le faisait l'ancien Code de procédure civile, il y a un chapitre entier pour régir l'arbitrage en tant que tel. Bon, alors la question se pose, à la lumière de l'article 1 du Code de procédure civile, faut-il prévoir ces modes privés de règlement de différends dans nos contrats? Faut-il les prévoir d'avance? Quant à la négociation, bien, la réponse est assez facile, y compris pour la médiation, car les solutions négociées et celles obtenues avec l'aide d'un médiateur impliquent la participation des parties et leur accord avec le résultat final. Ces modes ne mettront pas les parties dans des positions compromettantes relativement à des tiers qui n'y seront pas liés. Le principal défi relatif à ces deux modes-là, soit la négociation et la médiation, c'est celui de contraindre l'autre à se livrer de bonne foi au processus avant de s'adresser à la Cour. En tant que tel, la négociation et la médiation ne posent pas d'inconvénients ou de risques, sauf celui de retarder la mise en branle du processus judiciaire si les parties ne s'y livrent pas et ne finissent pas par s'entendre. Donc, il y a un petit délai entre la dispute, médiation ou négociation et la mise en branle d'un processus judiciaire. Il y a une illustration jurisprudentielle qui démontre comment les tribunaux traitent ces clauses-là qui imposent aux parties soit la négociation et ou la médiation. Dans Serico Asselin Lombardie Inc. contre Société immobilière du Québec. Dans ce cas-ci, le contrat, et on voit la clause à l'écran, le contrat entre les parties comportait justement une clause de négociation en cas de différend, et cette clause, qui est la clause 51 que vous voyez là, elle est calquée en fait sur l'article 50 du règlement sur les contrats de construction des organismes publics. Il y a eu une dispute dans le cadre du projet et l'entrepreneur, en fait, plutôt que de se livrer au processus qui est prévu à la clause, a décidé de de déposer son action devant le tribunal. Et la défendresse, quant à elle, a intenté un recours, ce qu'on appelle un recours déclinatoire, c'est de dire au tribunal, décliner compétence parce que le demandeur ne s'est pas soumis, c'est prématuré, il ne s'est pas soumis au processus qui est prévu à notre contrat. Et le juge était d'accord. En fait, le juge a indiqué que le processus qui est prévu au contrat d'une durée maximale de 60 jours, comme on le voit, peut potentiellement mettre fin au présent dossier, lequel autrement prendra des années devant les tribunaux au coût de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Alors, le juge suspend justement l'instance et oblige aux parties de se soumettre à la médiation. Bon, ça, c'est pour ce qui est de la négociation et de la médiation. Moins évidente, par contre, est la question de la clause d'arbitrage dans le contrat, puisque, comme je vous l'ai dit tantôt, les arbitrages, les décisions sont finales et sans appel. Alors, les arbitrages, oui, ça va plus vite que les dossiers qui sont intentés devant les tribunaux de droit commun, mais il est quand même difficile de prévoir à l'avance le nombre de parties qui pourront être impliquées et de lier tous les intervenants d'avance. Dans le domaine de la construction, comme vous le savez très bien, un projet implique fréquemment de nombreux intervenants qui ne voudront pas nécessairement tous se soumettre à un processus d'arbitrage. Lorsque certains veulent s'y soumettre et d'autres ne veulent pas, les premiers devront mener une partie du débat devant l'arbitre et l'autre devant les tribunaux, ce qui veut dire un dédoublement de coûts et d'énergie assorti d'un risque de décision contradictoire. Je vous donne un exemple bête un peu, là, mais on peut penser à un litige qui implique la responsabilité des retards sur un chantier. Un entrepreneur pourrait vouloir blâmer les professionnels qui ont conçu le projet, alors que ceux-ci pointent du doigt l'entrepreneur, ses sous-traitants, ses fournisseurs et ainsi de suite. D'un coup, qu'il y en a un de ceux-ci qui ne veut pas, ou soit un de ceux-ci ou ses assureurs ou cautions, qui refusent de se soumettre au processus, bien là, ça implique les problèmes dont je viens de vous parler, soit que l'arbitrage ne permettra pas d'en arriver à une solution complète du litige et le risque de décision contradictoire. Et malgré ces problèmes-là, le dédoublement, les décisions contradictoires, malgré les inconvénients dont je viens de vous parler, les tribunaux néanmoins renvoient les parties devant un arbitre lorsque l'une d'elles est liée par une clause d'arbitrage. Et on le voit
dans une décision de Bruno Électrique contre Pomerleau Inc. et ABB Inc. et Hydro-Québec. La clause pertinente est à l'écran. C'est un dossier qui implique la construction d'un poste de conversion d'électricité dans la région de l'Outaouais. Hydro-Québec avait retenu ABB Inc. pour agir à titre de mandataire dans le cadre du projet. Et ABB a retenu les services de Pomerleau comme entrepreneur général. Pomerleau, quant à lui, a retenu les services de Bruno Électrique à titre de sous-traitant pour la fourniture de main-d'œuvre, produits et d'équipements requis pour mener à bien le projet. Et à la fin de celui-ci, Bruno a poursuivi Pomerleau pour 2,2 millions alléguant des coûts occasionnés suite à des directives de changement et coûts d'impact, entre autres. Pomerleau nie responsabilité et appelle en garantie ABB. Le hic, c'est qu'entre Pomerleau et ABB, dans leur contrat, il y avait cette clause-là que vous voyez à l'écran, et qui est une clause d'arbitrage. ABB dépose donc une requête en disant au tribunal de décliner compétence, puisque dans le cadre du recours en garantie, soit celui de Pomerleau vis-à-vis ABB, la clause d'arbitrage faisant en sorte que le tribunal n'avait pas compétence et devait décliner compétence. Pomerleau demande au tribunal, nonobstant cette clause, d'exercer sa discrétion pour conserver juridiction afin d'éviter des jugements contradictoires. Mais la Cour donne raison à ABB dans le cadre du recours en garantie en disant, écoutez, vous êtes des grands majeurs et vaccinés, vous avez convenu d'un contrat qui comporte une clause d'arbitrage et je donne préséance à la règle substantive fondamentale de l'autonomie de la volonté des parties qui ont décidé de régler leur cas dans un autre phare. Et donc, voilà. La clause d'arbitrage que vous voyez à l'écran, ce qu'on appelle dans le jargon légal une clause compromissoire parfaite, clause compromissoire parce qu'elle réussit à enlever la compétence en la matière au tribunal de droit commun. Donc, le tribunal de droit commun n'a plus compétence. Et parfaite parce qu'elle est obligatoire, non pas parce qu'elle est bien bonne, mais parce qu'elle est obligatoire. Et elle le fait, ce fait-là de retirer la compétence au tribunal, elle le fait sans équivoque. Bon, alors puisque la Cour décide qu'elle n'a pas la compétence compte tenu de la clause, le dossier principal procède devant le tribunal de droit commun, devant la Cour, et Pomerleau se trouve dans l'obligation de poursuivre en garantie devant un tribunal d'arbitrage. Alors, c'est un cas où on voit qu'ABB a réussi à se sortir du dossier qui était intenté devant le tribunal de droit commun, mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. On peut penser au cas où le propriétaire, il n'y a pas d'uniformité dans les contrats avec les divers intervenants. Le propriétaire a peut-être une clause d'arbitrage avec un intervenant, mais dans le cadre d'un autre contrat, il n'y a pas de clause d'arbitrage. Il poursuit la partie avec laquelle il n'y a pas de clause d'arbitrage devant un tribunal de droit commun, mais cette partie-là allègue que l'autre est solidairement responsable du dommage qui est allégué et appelle en garantie cette autre partie. Dans ce cas-là de solidarité, il se peut que la partie, nonobstant sa clause d'arbitrage avec le propriétaire, compte tenu qu'elle est appelée en garantie par un tiers alléguant la solidarité, il se peut que cette partie-là ne réussisse pas à se sortir du dossier judiciaire devant le tribunal de droit commun. Donc, c'est dire que une partie comptant pouvoir résoudre tous ces problèmes, c'est différent avec un propriétaire en recourant à l'arbitrage, pourrait elle-même avoir la mauvaise surprise de se faire appeler en garantie par d'autres parties qui sont poursuivies par le propriétaire devant les tribunaux. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que les clauses d'arbitrage dans les contrats de construction, c'est un vrai pensez-y bien. Idéalement, il faut être en mesure de convaincre d'avance les intervenants de convenir de recourir à l'arbitrage et de s'assurer que les litiges soient susceptibles de se développer, le seront entre les seules parties qui auront convenu de s'en remettre à l'arbitrage. Certains inconvénients de la clause d'arbitrage peuvent être évacués d'avance, telle l'inclusion d'une clause à l'effet qu'en cas de duplication de recours, la clause d'arbitrage sera écartée.
Prenez note que les contrats modèles dont on a parlé dans d'autres conférences là, par mes collègues, les contrats modèles du CCDC, c'est-à-dire ceux entre entrepreneurs, propriétaires et entrepreneurs généraux, et les contrats modèles de l'ACC, qui sont ceux entre entrepreneurs généraux et les sous-traitants, prévoient des clauses qui obligent les parties à se soumettre à des modes privés de règlement différents. Si l'ensemble des contrats sur un projet sont des modèles préparés par ces organismes, bien là, il sera plus facile de forcer tous les intervenants à se soumettre au même mécanisme de règlement différents pour des sujets qui sont connexes ou qui impliquent plusieurs parties. Si les modèles du CCDC et de l'ACC ne sont pas utilisés, nous suggérons, à tout le moins à tout entrepreneur général qui souhaite pouvoir forcer ses sous-traitants à se soumettre au mode de règlement de différents, analogue à celui qui s'applique entre l'entrepreneur général et le propriétaire, d'inclure une clause dans son contrat avec son sous-traitant qui stipule que tout différend semblable ou relié à un différend entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sera réglé de la même manière par le même tribunal judiciaire ou arbitral, en même temps et à la même audition que le différend entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur. Bon, donc en résumant, il faut tenir compte des particularités d'un projet en cause et du nombre d'intervenants impliqués sur celui-ci lorsqu'on pense à l'opportunité d'inclure ou pas une clause d'arbitrage. Et ce qui m'amène à l'autre sujet qui comporte un autre, pensez-y bien, c'est celui des clauses pénales. Alors, qu'est-ce une clause pénale? La clause pénale, par rapport à ses origines, la pratique d'inclure des clauses pénales nous vient de loin. En fait, elle a ses origines dans le droit romain et elle nous vient en passant par le Code Napoléon et le Code civil du Bas-Canada jusqu'à notre actuel Code civil du Québec. À l'origine, la clause pénale servait à déterminer à l'avance le montant des dommages en cas d'inexécution d'une obligation et à sanctionner l'exécution d'une obligation principale en y ajoutant une sanction. Dans le Code civil du Bas-Canada, et on le voit à l'écran là, ici, en haut, l'article 1131, l'emphase était placée sur le fait de sanctionner et de pénaliser le débiteur en défaut. Les juges ne pouvaient intervenir pour réduire la valeur d'une clause pénale, ni même accorder des dommages au-delà des montants qui étaient stipulés. Et ça, notre Code civil du Bas-Canada, le Code civil du Bas-Canada était en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993, alors que le Code civil du Québec, en vigueur depuis le 1er janvier 1994, lui, il insiste sur le fait que le but premier de la clause pénale est celui d'évaluer d'avance les dommages-intérêts. Les tribunaux se permettent par ailleurs de réduire le montant de la pénalité si la clause est abusive. Il y a l'article 1623 qui en traite. L'article 1622 est celui qui traite de la clause pénale en tant que telle. Et les tribunaux se permettent également d'annuler la clause dans le contexte d'un contrat d'adhésion. Un contrat d'adhésion, c'est celui où l'une des parties n'a pas eu l'occasion de le négocier, elle ne fait que signer et d'y adhérer. Alors, dans ce contexte-là, s'il y a une clause pénale, le tribunal, à la demande de l'adhérent, s'il détermine que la clause est abusive, peut l'annuler. Bon. En quoi ces clauses peuvent être utiles? Bon, les clauses pénales peuvent servir à plusieurs fins. La première étant celle d'évaluer le dommage qui serait autrement difficilement quantifiable ou prouvable. Deuxième serait de majorer les dommages afin de dissuader la transgression d'une obligation, tout en évitant, comme je vous le disais, de faire preuve d'abus. Et la troisième, qui est l'envers de la médaille, en fait, c'est de pouvoir réduire ou limiter la valeur des dommages qu'un co-contractant lésé pourra réclamer. Alors, ceci dit, il faut tenir compte que tout recours en dommages repose sur la preuve de 3 conditions. Ces conditions-là sont, premièrement, l'existence d'une faute commise dans l'exécution ou l'inexécution d'une obligation. 2, en fait, l'existence de dommages découlant de l'exécution ou de l'inexécution fautive. Et 3, qu'il y a un lien de causalité direct et prévisible entre le dommage qui est réclamé et la faute qui est commise. En principe,
La clause pénale dispense la partie lésée de faire preuve de la valeur réelle des dommages directs qu'elle subit en raison de l'inexécution fautive. Ceci dit, le créancier qui se prévaut d'une clause pénale doit néanmoins toujours démontrer que l'autre partie est l'auteur d'une faute. Alors, je cède la parole à mon collègue Normand pour aborder d'autres particularités de l'application, des conditions d'application des clauses pénales, spécifiquement dans le cas de la peine stipulée pour sanctionner les retards. Oui. Alors, comme notre temps est presque écoulé, je vais passer assez rapidement en revue. Essentiellement, la clause pénale pour sanctionner les retards, c'est une clause qu'on voit assez fréquemment dans les contrats de construction. L'utilité qu'on peut en voir, la première, c'est entre autres dans la situation où le donneur d'ouvrage aurait de la difficulté à prouver les dommages réels qu'il va subir. Par exemple, mettez-vous à la place du MTQ, la route est livrée en retard. Quel dommage, moi, je subis comme donneur d'ouvrage? Donc, en mettant et en évaluant, donc, en mettant un prix là-dessus, c'est plus facile et ça nous permet donc de quantifier des dommages qui seraient autrement difficiles à prouver. Deuxièmement, parce que c'est toujours le fardeau de preuve que de prouver ces dommages. Deuxièmement, ça peut aussi servir à dissuader, mais encore là, si on y va avec une clause qui est trop forte, bien, elle pourrait être attaquée au niveau de savoir si elle est abusive ou pas. Troisièmement, aussi, on peut utiliser la clause pour les fins d'alléger notre fardeau de preuve, parce qu'il y a des situations où on serait en mesure de faire la preuve de notre dommage à chaque jour de retard, mais on veut, disons, s'éviter une complication au niveau de la preuve. Donc, on va utiliser ce genre de clause-là pour dire, bien, c'est tant par jour. Est-ce que ça fait en sorte que les clauses pénales règlent tous les débats? Non, parce que lorsque vous pensez à inclure une clause pénale, Antonio vous l'a souligné, un recours en dommages suppose la coexistence de trois conditions. Il faut d'abord avoir une faute de celui contre qui on veut invoquer la clause pénale. Deuxièmement, un dommage qui est liquidé par la clause. Puis troisièmement, un lien de causalité. Alors souvent, le débat va se transposer à savoir c'est qui a causé le retard. C'est là que va se faire le cœur du débat. Et donc, ce n'est pas parce que l'entrepreneur est 10 jours en retard que nécessairement on peut appliquer 10 jours de pénalité. Si l'entrepreneur est en mesure de démontrer que le retard ne lui est pas imputable, à ce moment-là, la clause va être réduite ou même totalement annulée s'il fait cette démonstration-là. L'autre débat qui peut quand même se produire lorsqu'il y a une clause pénale, c'est celui de savoir si elle est abusive ou pas, ou si elle a été appliquée de façon abusive, parce qu'on sait qu'elle peut être annulée si elle est dans un contrat d'adhésion, ou même réduite dans n'importe quelle autre circonstance si elle est abusive. Il y a un jugement qui illustre cette façon de faire, ce qui impliquait la Ville de Montréal contre Excavation Gilbert. Là, le tribunal a dû se pencher sur savoir qui était responsable du retard, et on a réussi à diminuer la valeur de la pénalité parce que l'entrepreneur a réussi à démontrer qu'une partie des retards est imputable à la Ville. La Cour aussi a dû évaluer et savoir si la clause avait été appliquée de façon abusive ou si elle était abusive en soi. Et la Cour a décidé que non, en prenant en considération différents facteurs. Entre autres, bien qu'il y avait une pénalité de 0,1 % qu'on voit à la clause 5.1.10.1.2, la Ville avait appliqué la pénalité que sur la portion des travaux qui étaient en retard, donc sur la valeur des travaux en retard et non sur le prix total du contrat. Ce facteur-là a été pris en considération par la Cour pour décider qu'elle avait été appliquée de façon raisonnable. Et la Cour a aussi pris en considération que le fait que le travail était livré en retard, ça allait entraîner quand même des préjudices pour les citoyens, de même que des frais pour la Ville qui devaient affecter son personnel de surveillance sur une durée additionnelle. Donc, on a maintenu la validité de la clause pénale, on a refusé de l'annuler, on a jugé qu'elle était appliquée de façon raisonnable. Je termine en indiquant qu'il y a quand même des situations de risque associées à la clause pénale, le principal étant que ça peut limiter les dommages. Un exemple classique, vous êtes donneur d'ouvrage, vous faites le travail en plusieurs lots et un premier lot est confié à un entrepreneur et ainsi de suite. Si vous avez conclu une clause pénale dans votre contrat avec le premier entrepreneur et que celui-ci est en retard, il est possible que ça va causer des dommages au deuxième, qui lui va peut-être se retrouver en condition d'hiver.
Si cette situation-là se produit, bien, le deuxième ne manquera pas de vous réclamer ces coûts-là. Évidemment, si vous avez prévu une clause pénale avec le premier, vous risquez d'être limité au seul dommage que la clause pénale prévoit. Et donc, vous ne pourrez pas refiler au premier entrepreneur le fait que ça vous coûte beaucoup plus cher avec le deuxième. Donc, ça, c'est un risque potentiel. Il y en a d'autres, c'est l'opposabilité aux sous-traitants. Il faut s'assurer comme entrepreneur général que si vous avez une clause de ce type-là, que vous attirez quand même suffisamment l'attention envers vos sous-traitants de l'existence de la clause parce qu'elle pourrait être contestée dans son application. Donc, en terminant, le but de la présentation, c'était de vous inciter comme entrepreneur général à prendre connaissance des clauses qui régissent les réclamations et de les suivre à la lettre. En ce qui a trait aux clauses de règlement différents, bien, pour ce qui est de la négociation, médiation, ce n'est pas trop difficile, mais les clauses, disons, d'arbitrage, il faut peut-être y penser et surtout les rédiger de la bonne façon. Finalement, pour les clauses pénales, c'est encore une question il faut bien y penser avant de les inclure pour voir si ça atteint les fins qu'on souhaite atteindre. Je vous remercie. Merci.